Bien, bonjour et bienvenue à cette rencontre avec François Bouc. Avec vous, nous allons ouvrir 2 heures de discussion autour de 2 albums qui ont été récompensés par le prix des Galons de la bande dessinée. C'est un prix qui a été lancé par le ministère des Armées il y a 4 ans. Dans la deuxième partie, nous aurons Marcelino Truong qui a eu le prix Histoire pour nous raconter la fin de la guerre d'Indochine. Et avec vous, François Bouc, c'est une autre guerre de décolonisation que nous allons raconter, ou un des épisodes qui s'y situe pendant la guerre d'Algérie. Et vous avez obtenu pour cet album Un général des généraux, dont vous pouvez voir la couverture parue aux éditions du Lombard, le grand prix des Galons de la BD. Vous le signez avec le scénariste Nicolas Juncker, et puis des couleurs que vous avez vous-même réalisées avec Alexandre Bouc. Et dans cet album, vous avez choisi de revenir sur un événement important de l'histoire de France lorsque, en 1958, durant donc la guerre d'Algérie, la 4e République a sombré. Nous sommes au mois de mai, c'est le moment du retour du général de Gaulle au pouvoir pour résoudre la situation qui se présentait alors à l'époque, c'est-à-dire une impossibilité pour le gouvernement français, notamment le gouvernement qui venait juste de prendre place, dirigé par Pierre Pflimlin, de répondre à la situation telle qu'elle se présentait. Et puis des généraux, vous les voyez en bas de la couverture, qui eux sont pour la plupart d'entre eux à Alger. Et c'est un peu parfois une bande de bras cassés que vous nous racontez, puisque vous avez choisi la satire, la farce pour raconter cette histoire, et qui essaye de saisir le mouvement de population en faveur de l'Algérie française pour essayer de trouver une place dans cette histoire. C'est donc la fin de la 4e et la 5e et le début de la 5e République qui s'est joué à ce moment-là. C'est pas forcément l'épisode le plus connu de l'histoire de la guerre d'Algérie et de l'histoire de notre République. Que représentait pour vous ce moment de notre histoire avant que vous ne découvriez et que vous ne choisissiez avec Nicolas Juncker de le dessiner, cet album? D'abord, je dois minimiser mon ambition d'historien. Je ne suis pas du tout un historien, c'est Nicolas qui est l'historien dans cette affaire. Donc moi, j'étais plus comme un élève qui découvrait cet épisode. Je connaissais quelques bribes de ce moment, de ces événements, mais vraiment des bribes qui étaient assez éparses. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai découvert en fait toute la structuration, tout ce qui a amené donc le développement qu'on a fait dans cet album, ce développement qui m'a permis à moi d'apprendre énormément sur cette situation, sur ces événements, sur qui était qui, et sur comment le général de Gaulle s'était immiscé là-dedans, comment il avait essayé de manipuler tout ce beau monde pour arriver à revenir au pouvoir. Et donc, mon travail, ça a été un travail essentiellement de découverte de la structuration historique qui pavait ce moment-là de l'histoire. Je ne savais pas avec précision comment la 5e République était apparue, et donc c'est un événement essentiel, bien sûr, puisque on est toujours dans cette 5e République qui a été inaugurée par le retour de Gaulle au pouvoir. Et ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était par le jeu de ces généraux qui veulent absolument faire un putsch, mais qui font 2 pas en avant, 3 en arrière, en permanence. Et donc, la situation était hyper cocasse. Et ça, c'était ça qui, dans un premier temps, m'a stimulé à dessiner, c'est de dessiner cette espèce de vaudeville, militaire, on va dire. C'est vraiment une pièce de théâtre très, très drôle, mais justement c'est comme ça c'est ça qu'il y avait dans le scénario de Nicolas Juncker, qui s'est dit: je peux trouver comment moi m'approprier cette histoire, l'histoire, mais aussi la manière dont elle était racontée avec cet humour. On le voit, le personnage qui est tout devant en bas, c'est le général Salan, on vous expliquera dans un instant qui c'est. Celui qui est à côté à droite et un peu plus connu, c'est Massu. Et Massu, il passe son temps à hésiter, à dire à courir d'un bureau à l'autre pour dire nom de Dieu, oh les cons, les cons, les cons. C'était cet humour-là et cette manière-là de raconter qui vous a séduit? Oui, bien sûr. D'abord, dessiner ces personnages
en soi, c'était du plaisir parce que j'aime beaucoup caricaturer les personnages. Et là, j'ai une tripotée de personnages qui ont un physique très caractérisé, ce qui fait que c'est très facile de rentrer, je veux dire, dans leur peau, parce que quand on fait une histoire comme celle-là, c'est essentiellement, puisque c'est pas moi qui ai fait le scénario, je me suis pas vraiment contenté de simplement le dessiner, mais le travail que j'ai fait là-dessus, c'est essentiellement un travail de jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'il faut que j'intériorise les personnages de façon à pouvoir leur faire jouer la comédie correctement. Et donc des personnages comme Massu, comme Salan, et tout ça, ils ont chacun une particularité. Et à travers la construction de Nicolas, on mettait bien en évidence la spécificité de chacun dans ce contexte. Mais alors, c'était certes un scénario de Nicolas Juncker, mais justement par rapport à la manière dont vous l'êtes approprié, dont vous avez construit ces gueules et cet univers esthétique, est-ce que ça a redessiné un peu le scénario, ça a redéfini un peu le scénario ? Oui, forcément. Forcément, parce que quand on dessine, on apporte une manière de mettre en scène, une manière de dessiner chaque personnage. On essaye de comprendre un peu dans quel type de psychologie il se trouve. Donc on fait des assimilations. J'identifiais volontiers Salan à une sorte de Louis de Funès, constamment en train de fulminer, en train de s'apercevoir que tout autour de lui, il n'y a personne qui est capable d'aller vraiment dans son sens à lui. Son sens à lui, c'est maintenir l'ordre et faire en sorte que l'armée reste loyaliste par rapport aux autorités françaises. Oui, c'est ça. Et il ne veut surtout pas que l'Algérie devienne autonome. Et donc, il veut absolument presque devenir le président de cette Algérie. Et il a des types qui sont tous des gens qui tirent la couverture à eux. Et donc, il se dit, mais bon, j'ai envie de faire ça. Et l'autre, il veut aller dans ce sens-là, parce qu'il dit, en fait, ce qu'on voit, c'est des tas de gens qui sont avec des conceptions opportunistes, qui, pour des raisons personnelles, voudraient être... alors, il y en a qui voudraient être les espèces d'ambassadeurs du général de Gaulle. Donc, ils veulent être plus gaullistes que le général de Gaulle, qui, lui, est tranquillement dans son coin à Colombey, et qui attend que... Enfin, tel qu'on l'a dessiné. Sans doute, c'est pas tout à fait exact dans la réalité, mais dans ce qu'on a dessiné, on l'a fait un peu comme s'il était en train d'attendre le moment opportun pour pouvoir arriver. Ah mais ça c'est un coup de génie, enfin c'est un des coups de génie de votre album, c'est qu'on va voir avec les deux images suivantes, c'est qu'en fait vous, dans la première partie, vous entrecroisez ce mouvement de folie, et c'est vraiment, j'insiste sur le terme de mouvement, parce que c'est vraiment un album en mouvement que vous racontez, donc l'agitation qui se passe et à Paris et à Alger, et puis vous entrecroisez avec ça, c'est-à-dire c'est d'une banalité confondante la vie de Gaulle. Il n'y a pas un mot qu'il va prononcer dans toute la première partie de l'album. Qu'est-ce qui vous amusait justement à mettre en relation cette agitation et puis un De Gaulle ordinaire, mais bon, il suit quand même un peu ce qui se passe, il a quand même déjà une arrière-pensée qui l'habite. Je pense qu'il ne pouvait pas supporter d'être cantonné à colomber les deux églises alors qu'il y avait tout ce mouvement qui était en train de se passer. Et donc il n'avait qu'une envie, c'était de revenir au pouvoir. Quand j'ai commencé à dessiner, initialement le scénario ne commençait pas par cette scène. Ça commençait directement par ce qui se passait à Alger. Et je me disais, mais non, il faudrait trouver un truc qui fasse le pendant avec la fin de l'histoire, puisqu'à la fin de l'histoire, donc il y a le fameux « je vous ai compris », et je me disais, mais ça serait bien d'avoir exactement le même mouvement, mais pas du tout dans le même contexte. Et là, c'est un contexte qui est plutôt un contexte, on va dire, quotidien, banal. Il lève ses bras pour qu'on lui fasse un costard. Et à la fin du bouquin, il est exactement dans la même attitude, mais à Alger, avec son uniforme de militaire. Et donc, c'était bien aussi d'avoir ces deux aspects. La confidentialité qu'il pouvait y avoir dans cette séquence-là,
qui préfigure déjà un peu l'état d'esprit dans lequel il se trouve, parce qu'il a la même attitude que celle qu'il va avoir plus tard, comme si en fait il s'entraînait, à faire je vous ai compris, allez, je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre, mais je le ferai à la fin. Et c'était cette idée-là. Donc on a rajouté cette séquence de façon à ce qu'elle fasse une espèce de boucle avec la fin, pour faire une histoire complètement fermée sur elle-même. Alors gardez dans votre esprit cette première image, parce que à la fin de la rencontre, je vous montrerai la fameuse image du je vous ai compris, mais voyez, on le voit vraiment dans l'ordinaire, avec un agenda qui n'est pas très rempli, mais quand même le journal là, donc quand même il se tient au courant de ce qui se passe. Et puis donc vous entrecroisez cela avec l'agitation politique militaire de ce qui se passe à Alger. Qu'est-ce qui se passe à Alger pour vous? Qu'est-ce qui motive, dans ce que vous avez pu comprendre, cette agitation et ces foules qui se massent à Alger? C'est toute la confusion qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et donc c'était aussi bien d'avoir ce parallèle entre les deux. Il y a à la fois De Gaulle qui est peinard à Colombey et qui doit avoir sans doute des tas d'informations qui lui arrivent par des éléments périphériques. Et aussi l'état-major qui est déjà là, puisqu'on voit les deux, le général chef Paul Elie, qui est le chef d'état-major. Voilà, qui est chef d'état-major et qui essaye de comprendre ce qui est en train de se passer là-bas à Alger. Et donc, lui, il est dans son bureau, lui aussi, on peut dire, avec une sorte de nostalgie coloniale. Et d'un seul coup, on voit, avec cette grande image, toute la confusion qu'il peut y avoir à Alger. On ne comprend pas bien à ce moment-là de l'histoire, on ne comprend pas encore très très bien ce qui se passe. On va le découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va voir arriver, je crois, dans la page suivante, Massu qui vient rejoindre Salan. Donc à chaque fois ici, il y a un petit topo sur qui est le personnage qui est en train d'agir dans la scène. Donc là, il y a tout le panégyrique de Massu, avec tous ces parachutistes derrière. Qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous, ce général, à ce moment-là? Vous l'avez dit d'ailleurs pour le général Elie, et ce qui est assez drôle, c'est que dans la deuxième partie, on va faire la rencontre avec Marcelino Trone, donc on va parler de l'Indochine, mais quand on commence votre histoire, c'est des gens qui ont aussi le souvenir de l'Indochine, de ce que ça a été, de la défaite de Dien Bien Phu, et qui viennent en Algérie aussi avec ce passif-là. Oui, il y a ça. Et puis, juste avant ces événements-là, il y a aussi la bataille d'Alger. Donc là, on fait... qui est l'année précédente, ouais. On fait un petit topo sur Massu, mais sur un Massu qui est, on pourrait dire ça, son aspect le plus humoristique. En tout cas, on l'a tiré vers l'aspect le plus humoristique, mais bien entendu, c'est un guerrier, c'est un type qui a dirigé la bataille d'Alger et qui n'a pas été de main morte avec... Mais dans le cadre de cette histoire, c'était bien de le développer dans cette voie-là, avec ce profil psychologique-là. C'est aussi un personnage populaire que vous mettez en scène. Et on le voit bien ici, la manière dont il est acclamé par la foule, dont ensuite il va être courtisé par les membres du comité du salut public qui vont imaginer ce putsch ou ce coup d'État. Mais c'est un personnage extraordinairement populaire dans cette histoire. C'est ça, il est très charismatique. Et bien sûr aussi, tous les gens qui sont là sont des étudiants. C'est tous c'est toute une foule qui est pro... Algérie française. Et donc, ils sont forcément d'accord avec Massu. Et donc, quand ils le voient arriver, ils voient arriver celui qui va les représenter symboliquement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils vont le tirailler pour l'amener sur le balcon et faire en sorte que ce soit lui qui préfigure ce qui va se passer avec De Gaulle bien plus tard. Sauf que le personnage qui est vraiment au cœur du pouvoir, normalement, c'est pas Massu à ce moment-là. C'est lui, c'est le général Raoul Salan, qui est le chef des armées en Algérie, qui très vite va rencontrer des difficultés à se faire respecter et à avoir l'adhésion de la foule avec lui. C'est un personnage aussi que vous avez traité là, et forcément il est tout à son honneur dans la dernière case, mais comme dans la couverture, il est souvent très rouge, très fulminant par rapport... Il a vraiment un désir d'ordre, sauf qu'en fait c'est la pagaille sans arrêt autour de lui. C'est comme ça, c'est ça qu'il incarne dans votre dessin? Ah oui, c'est ce qui me plaisait. Là on voit d'ailleurs tout son attirail
de Vietnamiens, là, puisque ils revenaient d'Indochine, et donc il y avait toute une garde rapprochée, qui est celle que j'ai décrite là, qui étaient ces soldats qui le protégeaient et qui venaient donc des batailles en Indochine. Et c'est un des généraux, c'est même le général le plus décoré de tous ces généraux là qui vont grouilloter autour de lui. C'est ce que j'ai essayé de représenter aussi avec parce que les photos qu'on peut trouver de lui, c'est avec un poitrail de médailles qui est colossal. Hein. C'est un général, je crois que c'est le seul 5 étoiles, je crois. Hein. C'est le seul 5 étoiles qui était donc dans le périmètre d'Alger. C'est pour ça aussi qu'il avait l'autorité gouvernementale. C'était une projection du gouvernement français là-bas à Alger. Est-ce que c'est pas aussi le plus lucide sur la situation et la manière dont les politiques à Paris pourraient considérer ce qui est en train de se passer à Alger? Est-ce que c'est ça aussi qu'il incarne? C'est le seul qui connaît les ramifications militaires, mais aussi les ramifications politiques? Je ne sais pas s'il connaît bien les ramifications politiques, mais en tout cas, lui, il est dans la situation. Il voit toutes les convulsions qui sont en train de se passer. Et bien sûr, il a tendance, parce que c'est pas un politique, justement, je pense, en tout cas, tel que j'ai pu le comprendre, c'est pas un politique, c'est quelqu'un qui est un militaire. Et donc, en principe, qui est aux ordres. Et il est aux ordres de la France. Ce qui fait que, quand il voit l'Algérie partir avec la pression du FLN qui est en train de partir pour avoir son autonomie, lui ne peut pas comprendre, puisque sa fonction, c'est de maintenir la France là. C'est lui qui représente le gouvernement. Et puis on peut le voir, je disais tout à l'heure qu'il avait du mal à se faire acclamer, puisqu'il est persuadé qu'il va résoudre l'ordre. Et en fait, il représente quoi pour cette population à ce moment-là de l'histoire? Massu acclamé et Salan, c'est le grand méchant. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là, justement, je ne sais plus pour quelle raison on le fulmine, mais en principe, je ne sais plus, il y a un truc qu'il a fait juste avant. Il a dû commencer à penser que l'Algérie pourrait peut-être devenir autonome, peut-être à cause de la bataille d'Alger. Et à ce moment-là, toute la foule le prend pour quelqu'un qui trahit. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout en train de trahir, mais c'est simplement qu'il est en train de hoqueter entre différentes positions. Et puis il se prend quand même des projectiles, c'est-à-dire qu'il se prend quand même des tomates pourries, c'est-à-dire que quand même voilà, le représentant de l'État français, le représentant de l'ordre est quand même celui aussi qui physiquement se fait attaquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, je vous disais qu'on le voyait souvent dans la première image et dès la couverture, c'est un peu comme ceci qu'on le voit quand il fulmine. Et là, dans cette page que vous pouvez voir, c'est non plus évidemment quand il revient du balcon où on l'a vu précédemment et qu'il est face aux putschistes. C'est qui sont ces putschistes? Parce que il a du mal avec eux. Lui, par exemple, il s'appelle Lagaillarde, le gars avec la barbe là. C'est pas du tout un militaire, c'est un étudiant, mais qui a tellement envie d'être militaire qu'il s'est habillé avec l'uniforme militaire. Et c'est ce que découvre Salan là. Il se dit mais c'est qui là, celui qui est en train de me faire de la lèche? Il est en train de me dire qu'il va combattre avec moi, mais c'est qui? Et il comprend que c'est pas du tout un militaire, mais que c'est un étudiant. Et donc il dit mais il n'y a rien à foutre là, lui. Et donc mais l'autre, il a tellement envie d'aller à la guerre que il va les pressurer pendant tout le temps pour essayer d'y aller, Et donc ça aussi, c'est un autre type de caractère qui est vachement bien. En tout cas pour moi, dessinateur de BD, parce que c'est celui qui va être à la fois une sorte de turiféraire de l'armée, mais en même temps aussi dont l'armée ne veut pas, parce qu'il ne représente rien. Oui, ça, ce que vous serez sur une autre planche que je crois que je ne vais pas vous proposer là, mais qui est dans l'album, où Salan s'enferme dans un bureau, je crois que c'est avec Massu, et ce type-là, il lui ferme vraiment la porte au nez, il le retrouve vraiment dehors. Donc voilà, Salan ne cesse de vouloir lui signifier sa place, et l'autre ne cesse de vouloir aller là où on ne l'attend pas. Exactement, c'est ça. Alors voilà.
l'affaire tourne au vinaigre quand le gouvernement qui essaie de se mettre en place de Fimelin et son prédécesseur décide de donner les pleins pouvoirs à Salan pour résoudre la situation. Et vous voyez les invectives, hein, trahison, trahison, Salan est vendu aux putschistes, Salan est vendu au gouvernement. C'est-à-dire aussi à l'Assemblée nationale, c'est ça aussi que vous racontez, c'est jusqu'à quel point ça agite l'Assemblée nationale et jusqu'à quel point chaque décision gouvernementale, chaque décision militaire est perçue de manière très très opposée suivant les appartenances politiques. En tout cas, dans cette histoire, il n'y a que des agités et que des gens qui ne savent pas où aller. Donc, il y a ceux qui sont à Alger et il y a ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a aussi celui qui va être appelé pour être... Donc à l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre, mais il y avait le président du Conseil. Le président du Conseil, donc le président du Conseil des ministres. Hein, c'est lui qui a, avant la Ve République, une sorte d'autorité proche de celui de président de la République. Sauf qu'il est élu par l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et donc, celui qui va être élu, et qu'on va voir peut-être après, c'est un gars qui s'appelle Fimelin. On met ce gars-là parce qu'il ne représente pas grand-chose, au fond. C'est un type qui sert un peu de soupape de sécurité, hein. Et donc, ce qu'on commence à voir là, c'est les tensions qu'il peut y avoir entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui est en train de se passer à Alger. Puis la contestation aussi de ce gouvernement. C'est-à-dire que ce gouvernement vient de se mettre en place, il va durer 2 semaines, ça va être très, très bref, mais qu'il est aussi vu comme un danger pour une partie du personnel politique, parce qu'il serait capable d'ouvrir des négociations avec les indépendantistes du FLN. C'est-à-dire que déjà, il entre en scène, ce gouvernement, avec déjà une grande méfiance envers lui. Oui, c'est ça. Et ce gouvernement, lui, il est tellement dans le hasard des décisions que tantôt il pense qu'il faut le faire, tantôt il pense qu'il ne faut pas le faire. Et donc c'est une confusion totale. Ce qu'on va voir aussi avec quelques images de l'Assemblée nationale où ils se fritent les uns les autres. Méchamment. Et puis je vous le disais, si vous voyez la 3e case, vous ne cessez dans la première partie de faire courir ce général Massu d'un bureau à l'autre. Vous voyez dans la 3e et puis vous voyez dans la dernière case, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Une planche comme celle-ci, l'ensemble des cases où il y a à la fois les invectives, où il y a tout le mouvement, où il y a ce Massu qui n'arrête pas de courir dans les galeries. Comment vous la composez pour que les mouvements se télescopent? Comment je peux vous dire ça? Parce que c'est typiquement le travail d'un dessinateur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il faut, surtout dans une histoire comme celle-là, il faut donner l'impression que tout ce que je dessine, c'est vrai, et que ce soit dans une dynamique. Donc, déjà, il faut avoir bien en main les différentes personnalités pour savoir comment ils vont agir. Là, le Massu en question, suivant cette histoire, il est plutôt quelqu'un qui sert de courroie de transmission, mais un peu débonnaire, un peu accablé aussi parfois, parce que personne ne tient compte de son avis. Et donc, il y a toutes ces tensions qu'il va falloir mettre en scène. Et pour les mettre en scène, encore une fois, c'est un travail de jeu d'acteur. C'est-à-dire que quand on est dessinateur de bande dessinée, on est tous les acteurs en même temps. Et donc, il faut qu'à un moment donné, je sois Massu. Que quand je dessine Massu, je sois dans la position de Massu. Quand je suis avec Salan, je sois dans une position de Salan. Et il faut l'intérioriser de façon à pouvoir le traduire de la manière la plus homogène possible avec ce que vivent le ou les personnages. Donc, je ne sais pas comment expliquer parce qu'il n'y a pas une théorie particulière pour expliquer ce type de travail. Il y a un travail de plan, bien entendu. Il faut choisir les plans les plus explicites. Là, par exemple, sur une page comme celle-là, il y a contre-plongée avec l'Assemblée, contre-plongée avec le palais du gouvernement à Alger. Donc ce que je mets en évidence là, c'est que c'est 2 types de pouvoirs.
Donc ils sont en contre-plongée parce que ça donne l'impression au lecteur qu'il est en dessous et qu'il voit l'Assemblée nationale par en dessous et qu'il voit aussi. Alors ça veut dire aussi qu'ils sont dans la position du peuple qui regarde. Dedans, il y a des gens qui ont été sélectionnés par eux, mais eux, ils sont quand même le petit peuple qui regarde. Et donc ça, c'est pour les 2 premières cases. Ensuite, je plonge au fond, parce qu'il paraît, donc ça c'est d'après ce que me disait Nicolas, et qu'entre le palais du gouvernement à Alger et le bureau de Salan, qui n'était pas dans le même bâtiment, qui était dans un bâtiment différent, il y avait un tunnel qui faisait qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Et donc, Massu, c'est celui qui va passer dans ce tunnel en permanence, qui va aller du palais du gouvernement jusqu'au bureau de Massu, de Salan, pardon, et qui va revenir avec des nouvelles considérations, et puis qui va essayer de les faire passer, et puis qui va revenir parce qu'elles ne passent pas. Et donc, là, c'est très utile finalement ce tunnel, parce que ça donne du temps justement pour le raconter en sa précipitation et les catastrophes qu'il subit les unes après les autres. Oui, c'est ça. Et puis avec aussi des attitudes qui changent. Des fois, il arrive avec la sensation qu'il a une décision, qu'il y a eu une prise de décision qui est forte, et donc il vient avec toute sa conviction et qu'il court avec sa conviction. Et quand il revient et qu'il a été envoyé péter par Salan, il revient complètement la queue entre les jambes, et il faut que ça se voit aussi. Et donc il y a tout ça à mettre en place dans une page comme celle-là. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en théorisant comme je le fais maintenant. Ça se fait en se disant, oui, là, c'est comme ça que ça doit être, là, comme ça. Puis on plonge en dessous, dans le souterrain. On remonte avec Massu dans le bureau de... Donc là, donc quand je suis dans le souterrain, je suis on va dire, dans une perspective horizontale, et quand je suis dans le bureau de Salan, je suis légèrement en plongée. Donc comme si on sentait qu'il était en train de remonter du tunnel souterrain. Et ensuite, il va repartir dans le tunnel. C'est une manière de mettre en scène qui crée la dynamique dans la page. C'est très charnel, très pensé dans les espaces. Mais je reviens sur Massu parce que vous venez de dire que Massu, c'est celui à qui dont on ne prend jamais en considération son avis. Est-ce que c'est comme ça qu'il se retrouve, malgré lui, presque à présider le comité de salut public ? Oui, parce qu'on dirait que ce gars-là, il ne sait pas dire non. Et puis surtout que quand on lui fait la proposition d'être président du comité de salut public, il sent d'un seul coup des ailes. Et comme il est en adoration du général de Gaulle, c'est un peu ça qu'on met en scène aussi avec ce personnage. D'un seul coup, il a l'impression d'être le général de Gaulle. C'est en tout cas comme ça que j'ai essayé de le mettre en scène. En lisant le scénario et en regardant toutes les images d'époque, on se rend compte qu'il n'a qu'une envie, c'est de devenir le général de Gaulle sans être totalement le général de Gaulle. Comme s'il mimait le général de Gaulle, comme s'il était quelqu'un qui a envie de s'identifier sans être complètement. Oui, ben vous mettez une limite, et cette fois-ci, c'est pas envers de Gaulle, c'est envers Salan. C'est que sa nouvelle fonction pourrait l'amener à occuper le bureau de Salan. Et même quand Salan est marginalisé et mis de côté, il n'ose pas. Ouais. Et on le lui signifie. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut mettre en place. Alors, on revoit ici, un de Gaulle toujours dans son ordinaire, et puis des scènes au sein de l'Assemblée nationale. Et puis voilà, la foule juste en dessous. Et ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est que forcément, quand la situation elle est un peu obscure, des personnages peuvent changer. Et c'est Salan qui est-ce qu'on peut dire qu'il se rallie vraiment aux putschistes ? Je crois que non. Tel que j'ai pu comprendre son profil psychologique, lui, il se sent autonome de tout ça. Il est le gouverneur d'Alger. Mais il est quand même poreux à toutes les pressions qu'il y a sur lui.
Et il dit peut-être que là, par exemple, il se sent obligé de crier Vive de Gaulle parce que l'autre lui dit, mais en lui disant à l'oreille, mais il faudrait que vous disiez Vive de Gaulle, ça serait bien pour vous. C'est un Delbecq, un gaulliste, plus gaulliste que de Gaulle. C'est ça. Lui, c'est, on pourrait dire, un ambassadeur de Gaulle sur place. Et d'ailleurs, à la fin, on va s'apercevoir qu'il travaille pour De Gaulle, mais il va être mis de côté. Parce que quand je vois tout ce qui se passe dans cette série d'événements, j'ai l'impression de voir toutes les velléités humaines. C'est ça aussi qui me plaisait bien. C'est qu'on voit des gens qui sont habillés en militaire, qui ont un pouvoir de militaire, des trucs comme ça. Mais au fond, ils sont tous avec des velléités particulières. Ils veulent tous réussir, eux particulièrement. Et donc, dans cette espèce de foire, ils vont essayer de trouver leur place pour être valorisés, soit par le peuple, soit par des personnages dominants. Et c'est ça qui me plaisait bien aussi. C'était de voir un jeu un peu à la Balzac. Pour moi, ce que j'y voyais, c'était des personnages à la Balzac. Des personnages qu'on peut trouver dans les romans de Balzac, qui veulent tous essayer de réussir et qui empruntent le moyen le plus proche d'eux pour pouvoir y arriver. Oui, puis avec un Salan à qui on donne les pleins pouvoirs et à qui on retire peu de temps après les pleins pouvoirs et qui du coup se trouve lui aussi à se demander mais qui il est. C'est comme ça qu'il devient un peu le chef des putschistes. C'est plus par réaction parce qu'on l'aurait... cette humiliation. Oui, c'est ça. À la fin de cet album, il y aura la création de l'OAS et donc Salan qui est mis sur le côté va continuer à vouloir défendre son point de vue. Et là, il va le faire d'une manière... D'abord, il se sent trahi par De Gaulle. De Gaulle le trahit, donc il n'y a qu'une envie, c'est de dégommer De Gaulle, avec les attentats qui ont été commentés contre De Gaulle. Et donc, ce qu'on voit là, c'est les prémices de tout ça. Bon, d'une manière humoristique, mais c'est quand même les prémices de ce qui va se passer ensuite. Mais ce que vous racontez, c'est quand même aussi comment est-ce que les égos, quand on n'en prend pas soin, comment ils peuvent réagir ensuite. Lui, ça va être cette humiliation, cette vue confier puis retirer les pleins pouvoirs, va l'emmener dans un autre camp. Massus, cette soif de reconnaissance et ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire qu'ils sont tous aussi impactés à un moment dans leur ego. Le personnage que vous racontez tout à l'heure de l'étudiant qui veut absolument être militaire et absolument rentrer, c'est aussi quelqu'un qui est pas mal froissé dans son ego. Oui, c'est ça. En fait, c'est des circonstances comme celle-là. Elles sont vues d'un point de vue humoristique, mais je me suis rendu compte que lorsqu'on raconte une histoire, il y a un certain nombre de concepts qui font que le lecteur rentre en syntonie avec une histoire. Et par exemple, la trahison fait partie de ça. N'importe quelle histoire, si elle commence par une bonne trahison, le lecteur va se dire mais il va falloir qu'il se venge, lui, c'est pas possible. Et donc, ça y est, il est pris. Et donc, cette histoire-là, elle est vue d'un point de vue humoristique, mais elle prépare, d'une certaine manière, tout ce qui pourrait être la tragédie qui va se passer ensuite. La tragédie qui va se passer ensuite, ça sera basé sur toutes ces trahisons, ces petites trahisons, sur toutes les velléités de réussir qui vont amener des attentats... Ce qui pose la question, parce que vous racontez ça, mais en même temps, vous savez ce qu'il y a après l'album, justement la création de l'OAS, et puis on va venir dans un instant ce qu'il y a dans la deuxième partie de l'album, c'est-à-dire on essaie quand même un peu d'aller envahir la France et d'aller pousser les préfectures, notamment en Corse. Jusqu'où est-ce que vous vous êtes attaché à ces personnages, à vos personnages Quand on dessine, on ne peut pas ne pas s'attacher aux personnages, même aux personnages les plus odieux, parce que quand on dessine, on doit dessiner chacun des aspects du personnage. Et donc, chaque trait doit être fait avec intentionnalité et, d'une certaine manière, avec une affection graphique. Il faut être affectueux avec ces personnages, même les pires. Il y en a des pires dans cette histoire.
Parce que quand on pourrait très bien dire, oui, mais ce personnage est tellement odieux, comment vous pouvez le dessiner? Ah non, il faut le dessiner avec le maximum d'attention. Parce que si on le néglige, ça sera un dessin négligé, ça sera un personnage négligé. Et donc il n'aura pas sa importance. Pour qu'un personnage puisse bien exister en dessin, en tout cas, il faut qu'il soit dessiné avec toute l'importance qu'on va lui accorder. Donc là, ici, c'est dans une direction humoristique, mais dans des histoires plus tragiques, quand il y a des personnages extrêmement odieux, il faut aller chercher aussi les caractéristiques les plus odieuses, mais on les trouve où, ces caractéristiques? Sinon, à l'intérieur de nous. Et donc, quand je dessine un personnage odieux, je sais que je vais devoir aller chercher en moi les aspects les plus odieux et essayer de les mettre en évidence. Donc je les extériorise. Et ça me permet aussi de le bousiller à la fin sans aucun scrupule, comme si je les avais bousillés à l'intérieur de moi. Et ça, c'est du bien alors de dessiner. Ça peut faire du bien, mais même quand on bousille, quand on tue un personnage qu'on a dessiné avec affection, un personnage de mauvais qu'on a dessiné avec affection pendant tout le parcours de l'histoire, au moment où on doit le tuer, ça fait quand même quelque chose. On a une sorte déjà de nostalgie du personnage, alors que, bien sûr, on a tout fait pour qu'il soit dans cette position-là à la fin. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit agir quand on fait de la bande dessinée. Il n'y a rien qui soit dessiné qui ne soit pas fait avec attention. Il faut que chaque chose soit faite avec attention. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la première partie de votre album Général des Généraux. Il y a un petit intermède, et puis il y a la seconde partie qui est là aussi peut-être... je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez connaissance de cette histoire, mais en gros, ce qu'a fait le groupe Wagner fin juin en essayant de remonter vers Moscou, ils l'ont pensé aussi. Ils y ont pensé. C'est ça qui est troublant aussi quand on lit votre album aujourd'hui, c'est que allez prendre... Donc là, on voit toujours voilà, hop, certains des généraux, et voilà. Ils ont pensé à rejoindre un débarquement, voire emmener les parachutistes de Massu sur la capitale pour aller prendre la capitale. C'est un trouble aujourd'hui que vous partagez aussi de voir que ces images-là, on a eu un peu un écho quand même du côté de la Russie. Hein. Ils ressemblent un peu. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Je sais que votre album il est paru en février 2022, c'est-à-dire quelques jours avant l'invasion. Peut-être qu'il a inspiré le groupe Wagner, je ne sais pas s'il est arrivé jusque-là. Mais oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, ils sont tous les généraux ensemble, et il y a Massu qui dit, ok, moi, mes paras, ils sont prêts, on peut être parachuté sur Paris, on prend l'Assemblée nationale, on prend le Sénat et on va vers l'Élysée. Et donc ça, c'est l'objectif de Massu, il dit c'est ça. Et puis il y en a un autre, Delbecq, là en question, qui dit peut-être c'est un peu trop fort ça. Hein. Donc, et si on faisait un truc intermédiaire? Et c'est là où on se dit, mais les mecs, ils sont fous, quoi. Il dit, on va prendre d'assaut la Corse. Ils vont se dire, s'ils prennent d'assaut la Corse, il va falloir quand même faire gaffe à eux. On va peut-être baisser un peu le pavillon. Et ils disent, on va prendre la Corse. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que quand j'étais en train de dessiner cet album, l'épisode Corse, qui est l'épisode réel... Ils ont vraiment pris la Corse. Ils ont vraiment pris la Corse. Et donc, l'épisode réel... pour Nicolas Juncker, il me dit mais peut-être qu'on peut chanter cet épisode-là parce que l'album il fait déjà pas mal de pages. Et je dis mais t'es fou, ça c'est un des éléments qui est essentiel pour raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'ils aient envie de prendre la Corse en se disant si on prend la Corse, ils vont se sentir vulnérabilisés à Paris, alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Et puis surtout, comment c'est la Corse à cette époque-là? Donc on voit arriver, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, on voit arriver donc Delbecq là-bas en Corse, en se disant ok, on va le faire. Donc il convoque les parachutistes de Corse, et ils arrivent le matin de bonne heure, vers 5h du matin.
Et au lieu d'être accueilli par une tripotée de militaires, de parachutistes, il y a un pauvre type avec une Jeep qui arrive et qui dit bon ben là le régiment de para il va arriver, mais il est bloqué dans la montagne parce que les routes ils étaient comme ça à cette époque-là, hein. C'est pas les routes d'aujourd'hui. Et donc ils sont bloqués dans la montagne. Il dit mais en attendant on peut aller manger un petit morceau. Il y a une brasserie qui est ouverte. Non, ils vont manger un petit morceau. Et puis arrivent à ce moment-là les gendarmes. Et ils se disent oh putain il y a les gendarmes qui arrivent. On va se faire squeezer par les gendarmes. Ils vont nous empêcher de faire notre putsch ici en Corse. Et puis les gendarmes, ils reconnaissent le chef des paras qui est avec Delbecq. Et ils disent ah ben toi aussi tu bois un coup ici, ben on va boire un coup ensemble. Et ils boivent un coup ensemble. Et puis quand les autres arriveront, on ira prendre la préfecture. C'est complètement absurde. Mais c'est comme ça que c'est passé. Et alors, il ne voulait pas qu'on le raconte, mais c'est incroyable ce qui s'est passé là. C'est presque le point culminant de cet album. On se dit, ils vont jusque-là. Ils vont jusqu'à une espèce d'absurdité en pensant qu'ils menacent. Alors que, voilà. Ouais, c'est ça qui est étonnant aussi, parce que moi j'avoue que l'épisode Corse, j'en avais jamais entendu parler, ou alors je l'avais bien oublié, mais c'est que là, c'est vraiment la réalité qui déborde, qui dépasse toute fiction possible. Hein. Ah oui, c'est le point culminant, je trouve, de cet album. Et donc, il fallait pas passer à côté de ça, quoi. C'était trop beau. Alors, l'image d'après, vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, c'est encore une fois quand il s'injurie au sein de l'Assemblée nationale et toujours autour de la figure de Massu et puis de cette notion d'Algérie française. Mais voilà. Et il y a Mitterrand aussi. Il y a Mitterrand qui commence à pointer son nez là. Absolument, voilà. Vous voyez, tout en bas là, hop ici. Hein. Il y avait des cheveux à ce moment-là. Et alors, si je vous ai proposé cette page on revient dans les premières de l'album, c'est parce que c'est la première fois qu'on voit apparaître le mot de Gaulle. Comment il apparaît justement dans cette histoire-là? La première fois qu'il est cité, mobilisé pour éventuellement intervenir dans cette situation. Eh ben, c'est le personnage de Delbecq qui vient, qui lui est un gaulliste convaincu et qui vient lui intervenir pour essayer de phagocyter les événements avec le personnage qui serait le personnage le plus probable pour résoudre la crise, qui est De Gaulle. Donc dans son esprit à lui, c'est l'émissaire de De Gaulle, et donc il télescope à la fin de la page Massu, et il va essayer de le convaincre donc d'affirmer la position que De Gaulle pourrait avoir là et résoudre la crise qui est en train de se passer. Puis on voit petit à petit, au fil de la tension, au fil de l'album, le nom de Gaulle gagner de plus en plus d'ampleur, d'être de plus en plus présent, et en passant notamment par voilà, ce que vous pouvez voir là au milieu sur l'écho d'Alger. Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. C'est-à-dire que certes, c'est un De Gaulle muet que vous nous présentez dans une bonne partie de l'album, mais quand il parle, c'est pas pour rien. C'est qu'il commence aussi à jouer son propre rôle. Mais je pense qu'un type comme De Gaulle, qui a fait la guerre 39-45, donc qui a été une sorte de héros, en tout cas c'est comme ça qu'il s'affirme à ce moment-là, qui quelques années plus tard est relégué à Colombey en se disant bon ben ok, il a fait son boulot, maintenant on n'entend plus parler de lui, mais dans son fort intérieur, c'est lui qui incarne la France. Il s'est toujours identifié à la France, et quand il parle de lui, il parle presque de lui à la troisième personne, en permanence, comme si il parlait à la France à travers lui. Hein, il communique de lui à la France directement à l'intérieur de sa carcasse. Et donc quand on le décrit, on le décrit avec cette espèce de scène de méditation, mais il prend ses décisions fermement par écrit, mais il n'a pas arrêté d'écrire. Hein. Il n'a pas arrêté d'écrire. Il y avait des tas de gens qui, à cette époque-là, venaient le voir à la Colombey pour lui dire ce qui se passait, comment il pouvait réagir, etc. Mais dans cette
manière de raconter les événements, on a préféré le garder seul, comme si il y avait la France d'un côté et puis tout le tumulte de l'autre. Ça fait comme une ponctuation singularisée avec De Gaulle. Et puis voilà, quand il va prendre la parole la première fois, c'est la conférence de presse. Là aussi, vous savez ce qu'il a répondu à une question du journaliste. Il a répondu par une autre question. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ce que vous rappelez dans la page suivante et qui est un peu trop souvent oublié, c'est que Pétain, il a bien commencé à 84 ans. Donc sa phrase de Gaulle, elle n'est pas tout à fait exacte. Mais ça, comme je vous ai compris qu'on verra tout à l'heure, ce sont des images iconiques de cette période-là qu'il vous fallait aussi réinterpréter par votre dessin et forcément convoquer. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas passer outre un moment comme celui-là. C'est le moment où il arrive comme homme providentiel à Paris. Il va faire sa conférence de presse. Il a bien dit à tout le monde qu'il allait faire sa conférence de presse. Il n'y a rien dit avant ou pas trop de choses. Mais quand il arrive, bien sûr, il est acclamé presque comme au moment où il fait la libération de Paris. Hein. Et donc... Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est l'iconographie de l'époque. Le nombre de micros qu'il y a sur... on a l'impression de voir que des spermatozoïdes qui ne demandent qu'à féconder De Gaulle. Et donc, quand on a des images comme celle-là, on peut pas les négliger. C'est tellement beau d'avoir une image comme celle-là et de pouvoir la tirer vers sa propre caricature. Alors, je reviens aussi un petit peu en arrière, parce que vous l'avez précisé quand on a commencé à voir les portraits de Salan et de Massu, c'est qu'à chaque fois que vous faites intervenir avec Nicolas Juncker un général, parce que c'est essentiellement des généraux dans l'histoire, il y a ce portrait. Mais il y a aussi souvent les deux cases d'après, c'est-à-dire que vous présentez un général, et puis il y a la police ou la gendarmerie qui vient les chercher pour les arrêter. Et ça, c'est un peu un running gag dans l'album, parce qu'on se méfie énormément, en fait, de ces généraux. Oui, quand je les dessine comme ça, ils ont de la prestance. On se dit, oh la vache, là, c'est pas n'importe qui le gaillard, là. Et tout de suite après, il est dans une position qui est la position la plus quotidienne. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est de montrer que c'est des bons hommes. C'est tous des bons hommes. Ils ont beau avoir des tas de médailles sur eux, c'est quand même des bons hommes. Et lui, il a encore sa cuisse de poulet à la main. Et il était en train de manger, et puis les soldats les gendarmes viennent le chercher. Et ça me plaît de remettre le contexte humain derrière la carapace militaire, le prestige, tout ça. Donc, plus je mets le prestige en avant, meilleur sera le décalage ensuite. Ouais, puis ils sont quasiment tous arrêtés. C'est le cas aussi pour lui, pareil. Même punition, si je puis dire. Et vous vous souvenez de la première image? La voici. Ah oui. Je vous ai compris. Voilà, autre scène iconique qui referme l'album. Avec quel sentiment vous-même vous avez refermé cet album? Quelle compréhension vous avez eue de cette histoire? Ah, la compréhension. J'ai une bien meilleure compréhension de ce qui s'était passé, parce que moi j'ai dans ma famille des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, donc ils m'avaient raconté la guerre d'Algérie, mais du point de vue des appelés, donc des gens qui avaient fait parfois des trucs pas terribles et qui le savaient, mais qu'ils avaient vu aussi des trucs pas terribles, et donc moi, je connaissais ce contexte-là qui était plus proche bien sûr de moi, effectivement. Et d'un seul coup de voir le panorama complet, de voir comment toutes ces convulsions ont fait qu'on en arrive là à la fin. Tout ça, c'était extrêmement passionnant pour découvrir en fait les raisons pour lesquelles la Ve République, celle dans laquelle on est aujourd'hui, est arrivée. Et je me dis, mais au fond, c'est parce qu'il y a eu ces espèces de mouvements contradictoires, de tout ce truc, on pourrait dire presque ubuesque, qui amène la Ve République dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc ça, c'est... Après, bien sûr, du point de vue du dessinateur de bande dessinée, j'ai adoré dessiner tous ces personnages.
Et un personnage comme De Gaulle, presque, je me dis, ah, c'est con que je puisse plus le dessiner, j'aimerais bien encore le dessiner. Adieu au scénariste. Donc, ouais. Mais par exemple, ça vaudrait le coup de faire un personnage de Gaulle fictif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Parce que tout le monde est en train de se réclamer de lui. Hein, je voyais encore quelques images de Zemmour à la télé ce matin, et puis il disait, oui, mais le général de Gaulle aujourd'hui, il n'aurait pas fait ça. Hein, il aurait fait... Comment on peut savoir tout ça? Non, il faudrait réussir, puisque c'est devenu un personnage emblématique, il faudrait faire de Gaulle aujourd'hui. Ah, oui. On va le sortir de Colombey, puis on l'amène. D'autant que, ça, on avait fait une exposition avec le Lombard à la maison de Gaulle à Lille. Moi, je suis lillois. Et pour faire le malin, je leur dis, mais vous savez que moi, je suis né à 200 mètres de cette maison. Et c'est vrai. Je suis né rue de la Halle, lui est né rue Princesse, qui est vraiment à 200 mètres. Et donc, je dis, mais à 200 mètres près, et à quelques années près, j'aurais pu être le général de Gaulle. Et donc, je me sens investi, plus particulièrement, pour pouvoir le dessiner. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à François Bouc, que vous ayez lu ou non l'album? On n'est pas obligé de parler de l'album, on peut parler de tout. Hein. Enfin, à moins que j'ai pas les réponses. Qui connaissait cette histoire? Quelques mains, oui. Un peu moins de la moitié, d'accord. Vous l'avez relu? Vous l'avez lu? Donc, ça va, c'est conforme à vos souvenirs? Monsieur dit oui. Alors, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Et notamment, ce que j'ai oublié de le dire au début, et je salue ceux qui nous rejoignent, on est également sur Twitch et sur YouTube en vidéo, aujourd'hui et en replay. Bonjour. Monsieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'épisode corps, je ne le connaissais pas. Alors, ce que je me souviens de gamin, c'était les chutes de régime de la 4e République. Vous aviez des gouvernements qui ne duraient pas 24 heures, vous aviez un certain nombre de scandales, vous avez eu... Alors, ça, peut-être que l'interlocuteur suivant en parlera, vous avez eu l'histoire des piastres, qui a été un des scandales du gouvernement de la 4e République, le trafic des piastres. Il y avait les balais roses, il y a eu l'affaire des fuites, avec Gazier, il y a eu un certain nombre de déliquescences de la 4e République. Hein. Alors, à l'époque, le président de la République était Coty, et on disait qu'il était là pour inaugurer les chrysanthèmes. Et le véritable gouvernement, vous l'avez dit, c'était le président du Conseil. Et vous avez une rotation des gens. Alors, on prenait les mêmes et on recommençait. Hein. Absolument, oui. Et alors, une des phrases qui a été dite, c'est que c'était officiellement Coty qui était allé chercher De Gaulle pour reprendre le pouvoir. Ah, ben alors peut-être qu'on va entendre votre point de vue, parce que dans l'album, ce que vous racontez, c'est un Pfimelin qui se fait déborder par le vice-président du Conseil, qui n'est autre que Guy Mollet, et qui a posé les 3 fameuses questions à De Gaulle, qui a ouvert finalement la porte à ce que De Gaulle prenne le pouvoir. Oui, c'est ça, mais Coty faisait aussi partie de ceux qui ont pris la décision d'aller chercher De Gaulle. Hein. Donc, il n'était pas si inaugurant les chrysanthèmes que ça. Hein. Il avait quand même un pouvoir qui n'était pas public, mais qui était insidieux, qui passait par l'influence, on va dire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh bien, je ne peux que vous encourager donc à lire cet album, Un général des généraux, donc Grand Prix des Galons de la BD de François Bouc sur un scénario de Nicolas Juncker. C'est aux éditions du Lombard. Et puis, il y a aussi une expo qui vous est consacrée dans Saint-Malo, chez un galeriste. Et puis, je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, à lire le formidable livre de Yannick Enel que vous avez illustré sur le procès de Charlie Hebdo. Un autre rapport au réel, et qui est un autre moment de l'histoire auquel vous avez aussi apporté votre touche dans la compréhension. Merci beaucoup, François Bouc. Merci à vous.